Eh ben, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue donc ce matin à notre webinaire sur la communication responsable et merci d'être avec nous, donc que ce soit sur LinkedIn ou sur YouTube. Merci beaucoup. Alors juste en termes de logistique, je vous informe que vous pouvez donc commenter, que ce soit justement sur LinkedIn ou sur YouTube. Et on a deux personnes de l'agence et je les remercie beaucoup, donc Stéphanie et Emma, qui sont en train donc de modérer en live pour répondre à vos questions et me faire remonter aussi vos questions qu'on pourra poser tout au long de la présentation. Alors, aujourd'hui, donc, on va parler de la com responsable. Donc, juste pour démarrer, si vous souhaitez suivre un peu, parce qu'on va voir la com responsable, c'est un sujet qui est en mouvement perpétuel. Donc, si vous souhaitez nous suivre, je vous ai mis quelques QR codes. Donc, vous voyez le QR pour aller sur LinkedIn, nous rejoindre sur l'agence Infra ou mon profil perso, et pareil sur Instagram. Parce que vraiment, on publie un petit peu toutes nos avancées et toutes nos découvertes sur ce sujet régulièrement. Alors, avant de démarrer, donc l'objectif ce matin, c'est de faire une approche sur la com responsable. Donc, qu'est-ce que c'est concrètement? Et puis surtout, pour moi, l'objectif, c'est que vous repartiez avec des éléments concrets, c'est-à-dire avec quoi, finalement, qu'est-ce que vous pouvez faire au quotidien dans vos services com pour améliorer, avoir une com plus responsable. Avant de démarrer, on va commencer par une toute petite présentation de l'agence parce qu'il y en a certains d'entre vous qui ne nous connaissent pas. Donc on va passer juste quelques minutes sur ce sujet, mais promis, ça sera pas long pour ceux qui nous connaissent. Alors aujourd'hui, Infra, donc c'est une agence conseil en communication. On existe depuis 45 ans. On est 25 collaborateurs au sein de l'agence répartis sur les sites de Strasbourg et de Lyon. Lyon qu'on a ouvert tout début 2021. Et on a également un bureau commercial sur Paris. Donc aujourd'hui, on travaille sur la moitié est de la France. On a une offre donc qui est autour de différents métiers. On va évidemment travailler autour de la marque. Donc, quelle peut être ma plateforme de marque, mon territoire de marque, comment communiquer sur ma marque avec un plan de communication, une stratégie média, hors média. Également la partie marque employeur. Donc finalement, qu'est-ce que ça m'apporte de travailler dans vos entreprises ou chez Infra et quels sont les plans d'action que je peux mettre pour recruter, pour fidéliser mes collaborateurs. On fait également de la production de contenu, donc on a appelé slow content. Donc l'idée du slow content, c'est un peu comme la slow food, la slow fashion. L'idée en fait, c'est de produire de façon raisonnée, donc de la photo, de la vidéo, de la rédaction, faire moins et mieux, et on y reviendra puisque c'est un des sujets de la conférence de ce matin, donc je vous en dis pas plus. Ensuite, on a un pôle édition et print éco-responsable. Donc au niveau de l'édition, on fait de la mise en page manuelle, automatique, mais on fait également de l'éco-conception de documents. Encore une fois, on y reviendra, donc j'en dis pas plus. Et on est en partenariat avec des imprimeurs pour vous proposer du print plus responsable, avec des papiers recyclés mais pas que, parce qu'on verra que c'est souvent un non-sens écologique, donc avec d'autres papiers, et surtout pour voir comment recycler le papier que vous mettez en route. On propose également des ateliers de numérisation et de dénumérisation. Alors qu'est-ce que ça veut dire? En fait, on va vous proposer des ateliers qui vont permettre en fait de rationaliser l'ensemble de vos supports de communication, mais aussi de sensibiliser vos équipes à la com responsable, au numérique responsable également, donc sous forme de formation. Et enfin, on a le digital frugal. Donc au niveau du digital frugal, on s'est spécialisé donc dans l'éco-conception de sites internet. On ne fait plus les sites comme avant. On fait vraiment les sites maintenant éco-conçus, donc qui ont un impact environnemental plus faible. Et en plus de ça, donc on met en place toute la partie web marketing, donc référencement naturel, référencement payant, publicité sur les réseaux sociaux, prise de parole également sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour nos métiers. On est également une agence donc avec 3 piliers fondateurs. Premier pilier fondateur, l'engagement. Donc, vous allez le voir, l'engagement d'accompagner en fait nos clients dans une démarche de communication plus responsable, mais aussi l'engagement qu'on a auprès d'associations, puisqu'on travaille en pro bono pour différentes associations comme Aux Côtés ou encore 60 000 rebonds, où en fait on va faire de façon gracieuse des supports de communication ou une stratégie de com. Le deuxième pilier, c'est l'inclusion. Donc l'inclusion, bien évidemment, de façon proactive au sein de nos effectifs, mais également l'inclusion avec nos collaborateurs, puisqu'en fait, on est mentor pour différentes associations, comme les entreprises pour la cité ou encore Sans chance, sans emploi. Donc on va aller coacher en fait des jeunes décrocheurs ou des jeunes qui sont issus de situations défavorisées ou des seniors à la prise de parole, donc en entretien d'embauche, CV, lettre de motivation, etc.
Et enfin, le dernier pilier, c'est l'environnement. Donc l'environnement, on a revu l'ensemble de nos métiers pour avoir un impact environnemental plus faible. Et en plus de cela, donc on reverse 1% de notre chiffre d'affaires à des associations environnementales, ce qui nous fait faire partie du collectif 1% pour la planète. Voilà un petit peu pour la présentation. Et avant de démarrer dans le vif du sujet de la com responsable, vous le savez, chez Infra, il y a un an, on était une agence, on va dire, classique de communication, voilà, qui se démarquait par sa créativité, son expertise, par sa technicité. Et on a en fait choisi, effectivement, il y a un an, d'avoir un virage pour une communication plus responsable. Et j'avais envie ce matin quand même, avant qu'on attaque dans le vif du sujet, de vous dire pourquoi on a fait ça. C'est quand même intéressant. Alors la première chose, c'est le constat des limites planétaires. Donc aujourd'hui, on est face, je pense que c'est des chiffres que vous connaissez, mais on est face à des limites planétaires sur lesquelles 6 ont déjà été franchies, d'autres sont non quantifiées, donc on ne sait pas si elles ont été franchies ou pas. Mais en tout cas, on a une planète qui est en urgence et sur laquelle il faut absolument qu'on agisse tous ensemble. Et c'est pour ça aussi qu'avec mes associés et l'équipe de direction de l'agence, en fait, il fallait qu'on colle entre les valeurs personnelles qu'on a individuellement au niveau également de l'entreprise, puisque pour nous, c'est aux individus, au gouvernement et aux entreprises d'agir. Donc on avait besoin en fait de faire coller, si vous voulez, nos valeurs personnelles avec les valeurs de l'agence. Donc d'où ce virage-là. Et puis également, il faut le dire, c'est le troisième point, c'est vos besoins de reporting, puisqu'aujourd'hui, concrètement, nous sur le marché, on a une forte demande de la part des annonceurs d'avoir des partenaires qui soient aussi engagés qu'eux au niveau de la RSE, mais qui soient aussi en capacité de leur faire remonter des informations chiffrées sur notre investissement en termes de RSE pour coller à des obligations aussi légales, type bilan carbone, la CSRD et tous les objectifs de déclaration de performance extra-financière. Voilà. Donc il y a un vrai sujet aussi de besoin du marché. Alors, maintenant on va démarrer. Alors je voulais juste vous dire aussi que au sein de l'agence, certaines personnes ont été formées par l'AACC, donc sur le sujet de la com responsable. Et de mon côté, j'ai été formée personnellement par Mathieu Janisch, qui est le co-auteur du guide de la communication responsable. Je vous mettrai ses coordonnées à la fin, qui est consultant en fait en communication responsable et chercheur sur ce sujet-là. Très très intéressant. Et donc évidemment, je le remercie aussi parce que c'est lui qui m'a transmis tout ce savoir sur la com responsable. L'idée, comme je vous l'ai dit aujourd'hui, c'est de rentrer chez vous avec des choses concrètes et des vraies actions à mettre en place tout de suite. On va quand même devoir passer par un petit peu de théorie ce matin, mais c'est parti, promis, ça va pas durer longtemps, mais c'est important pour qu'on soit tous au clair sur le sujet. Alors, il y a un constat aujourd'hui, c'est qu'on est exposé chaque jour à des milliers de messages de marque. Alors, vous pouvez chercher sur Internet, on trouve à boire et à manger sur ce sujet. Les chiffres ne correspondent pas, mais globalement, ce qu'il ne faut pas retenir, c'est pas les chiffres en valeur absolue, mais plutôt les ordres de grandeur. Et on voit qu'on est touché donc entre 1200 et 2200 marques par jour et plus de 15 000 stimuli publicitaires, donc c'est juste énorme. On est confronté à une infobésité, comme on le sait. Et surtout, tous ces messages qu'on va avoir chaque jour au quotidien, c'est des messages qui vont nous donner envie d'acheter des produits dont on n'a pas forcément besoin. En lien aussi avec un modèle économique linéaire qui est intenable aujourd'hui. Le modèle économique linéaire, c'est quand on va extraire de la matière, fabriquer, distribuer, consommer et avoir une fin de vie. Et en fait, cette fin de vie, il n'y a pas de recyclage. Donc du coup, finalement, c'est là où on est confronté avec des déchetteries à ciel ouvert, des continents dans l'océan de plastique, etc. Et donc du coup, on doit changer de modèle économique. Et c'est vrai que ces messages, ces stimuli publicitaires, ils peuvent en fait nous conforter dans ce modèle économique. On a aussi des messages publicitaires pour des produits ou des services qui sont non compatibles avec des enjeux de soutenabilité. On fait passer un imaginaire du bonheur à travers la consommation, c'est-à-dire plus je consomme et mieux je me porte et plus je suis heureux. Et enfin, on a aussi des messages publicitaires qui nous font passer des arguments écologiques trompeurs, donc du type greenwashing. Donc c'est sûr que si on se dit ça, on se dit finalement... faut arrêter la com, faut plus faire de com. Non, là n'est pas le sujet. Je pense vraiment que la communication, et on va le voir, a un énorme rôle à jouer dans la transition écologique. Pourquoi ? Parce que finalement, en fait, aujourd'hui, c'est un potentiel
levier au service de la transition écologique et sociétale. Pourquoi? Parce qu'en fait, on peut accompagner les marques dans leur transformation. On peut les faire passer en fait d'un modèle linéaire plutôt classique, comme on vient de le décrire, à d'autres modèles qui sont beaucoup plus vertueux, comme évidemment tout ce qui est économie de la fonctionnalité, économie sociale et solidaire, l'économie collaborative, la sobriété, et évidemment des sujets comme la circularité, la réparation et ainsi de suite. Et donc finalement, la com, elle a ce pouvoir-là d'accompagner les marques dans leur transformation. Et à ce sujet d'économie, puisqu'on en a cité beaucoup, c'est pas le sujet du jour, mais je voulais juste vous partager un modèle économique que je trouve extrêmement inspirant, qui a été créé par Kate Raworth. Alors voilà le modèle. Donc Kate Raworth, c'est une économiste, et en fait quand elle est arrivée en fac d'économie, on lui a donné l'ensemble des modèles économiques assez classiques, et elle s'est dit mais en fait la planète elle est en situation d'urgence, on se dit tous que le modèle économique linéaire il est pas soutenable, mais pourtant on continue dans cette mouvance. Donc il y a un vrai sujet, et du coup elle a créé ce modèle du donut, qui est un modèle en fait où vous avez un plafond, donc un plafond environnemental avec l'ensemble des limites de la planète qu'on ne doit pas dépasser, et un plancher social, puisque on va retrouver le côté égalité des sexes, équité sociale, tout ce qui est vraiment inégalité dans le monde. Donc en fait son idée, c'est de dire, on peut en fait avoir un développement économique durable si il est inclus finalement entre le plafond environnemental et le plancher social. Donc dans cette zone qu'elle a appelée l'espace sûr et juste pour l'humanité, avec un développement économique inclusif et durable. Voilà. Je ne veux pas vous abreuver de modèles économiques, mais voilà, je trouvais que c'était intéressant de partager ce sujet avec vous. C'est le modèle du donut. Elle en a écrit un livre, Kate Raworth, et voilà, je vous invite à le lire. C'est hyper intéressant. Et donc effectivement, la com peut accompagner les marques dans leur transformation, peut-être vers un modèle du donut, mais la marque peut aussi accompagner les citoyens vers de nouvelles façons de consommer et d'agir, puisqu'en fait on peut développer des nouveaux usages et des usages aussi des comportements de consommation plus vertueux. Et enfin, on peut, nous, grâce à nos messages, grâce à nos créas, développer une représentation positive et inclusive de la diversité. On peut bannir les réflexes de communication stéréotypés qu'on connaît tous, et puis on peut aussi être exemplaire dans ses engagements RSE. Donc finalement, la com, même si on y revient, il y a énormément de messages, elle a quand même un rôle à jouer et elle peut le jouer. Et puis, il faut savoir aussi qu'on a des attentes qui sont très fortes de la part des citoyens, puisqu'on a quand même 62% des Français qui pensent que la publicité, elle a un rôle à jouer dans la transition écologique et sociétaire. Et puis il y a un vrai fossé générationnel, puisque c'est 74% chez les 15-24 ans contre 52% chez les 50-64 ans. C'est une étude qui date de 2019, elle a déjà 5 ans. Donc moi je pense que les chiffres aussi ont dû changer entre-temps, mais c'est intéressant de voir qu'il y a des attentes fortes et que la publicité n'est pas que décriée ou on ne veut pas juste l'arrêter. Au contraire, le monde pense que la publicité a un rôle à jouer. Et puis, quelques chiffres aussi qui sont assez inquiétants. 76% des Français se disent inquiets pour leurs données personnelles, notamment en ligne. 75% des Français se sentent surexposés à la publicité. Et seulement 34% des Français ont confiance dans les grandes entreprises. Donc on voit qu'il y a vraiment un sujet citoyen dont il faut se saisir. Et en même temps, on a des professionnels de la com, dont on fait partie, qui sont complètement perdus et qui ne savent pas par quelle boule prendre. Puisqu'en fait, on a 63% des professionnels de l'industrie publicitaire qui ne savent pas en fait par où commencer quand ils veulent mesurer l'empreinte carbone de leur diffusion de campagne. Donc c'est vrai qu'il y a vraiment une dissonance entre les attentes des citoyens et en même temps nous les professionnels qui sont perdus. Et donc c'est pour ça que c'est super important de se former et de s'informer sur ce sujet pour pouvoir y réagir. Alors, finalement, c'est quoi la com responsable? Alors, je vous ai mis une petite définition qui est issue du guide ADEME de la communication responsable d'octobre 2022. Donc, la communication responsable, c'est une communication qui est plus sensible aux enjeux écologiques, en tout cas qui les comprend, qui les connaît et qui les valorise. C'est une com qui est à l'écoute des habitants de notre planète et de ce qu'ils ont envie et de ce qu'ils ont besoin. Une com qui s'interroge sur les contenus, donc comment on les fait, mais aussi sur la manière de les délivrer, comment on les fait passer. Et enfin, c'est une communication qui intègre aussi la notion d'urgence de la planète. Voilà. Et ça, c'est la définition théorique.
Et pour moi, il y a 4 piliers dans qu'est-ce que c'est la com responsable finalement. La com responsable pour moi, c'est de réfléchir, remettre en question et dialoguer avec vos parties prenantes, de diffuser des messages plus responsables, d'éco-socio-concevoir des projets ou des supports et d'évaluer les impacts et de s'améliorer. C'est ces 4 sujets qu'on va traiter ce matin ensemble où on va essayer de voir qu'est-ce que concrètement je peux faire pour mettre en place ces objectifs au quotidien dans mon service com et qu'est-ce que je peux faire. Je vous propose du coup de passer sur le premier sujet donc, qui est réfléchir, remettre en question et dialoguer avec les parties prenantes. Alors, pour moi, la première des choses, c'est de revenir à l'essentiel. Revenir à l'essentiel, c'est de se dire, dans toutes mes communications que je vais faire, c'est quoi mon objectif? C'est quoi ma cible? De quoi ma cible a besoin? Et quels sont finalement ses usages? L'idée, c'est pas de partir du support à créer, mais plutôt de partir de l'objectif de communication. Aujourd'hui, on a encore trop d'annonceurs qui nous disent « je veux faire une vidéo, je veux faire une brochure, je veux faire… » Mais attendez, avant de faire une vidéo, une brochure, quel est le besoin, quel est l'objectif? On répond à qui et pourquoi? Et à partir de là, effectivement, on pourra décider de ce qu'on fait et de comment on le fait. Et puis, la com responsable, c'est aussi de questionner le besoin. Comment on pourrait faire autrement pour avoir un impact environnemental plus faible? Quelles sont les alternatives qui existent? Et puis, qu'est-ce qu'on ferait si ça n'existait pas? Si le support qu'on veut développer ou si le projet qu'on veut développer n'existe pas, qu'est-ce qu'on ferait? Et puis, un autre sujet aussi important, c'est est-ce qu'il y a de l'existant? Est-ce qu'on a de l'existant sur une vidéo, sur une brochure qu'on peut améliorer ou autre? Parce qu'aujourd'hui, on a trop tendance dans la com à réinventer la roue à chaque fois, au lieu de partir en fait de tout ce qui peut exister dans nos services com, des archives, etc., qu'on peut peut-être simplement remettre au goût du jour. Et donc, finalement, revenir à l'essentiel, c'est le premier point et c'est un point qui est très simple en fait, c'est de se dire à chaque projet de communication que j'ai, je vais déterminer quel est son objectif et sa cible. Et puis, je pense que dans le contexte de défiance qu'on a, vous l'avez compris, avec une défiance des marques, où en fait on a 60% des Français qui pensent que les marques, elles utilisent les enjeux de société pour vendre plus. Et en France, il y a seulement 23% des Français qui font confiance aux marques. C'est quand même un taux qui est parmi les plus bas du monde. Dans ce contexte-là, en fait, on a besoin de challenger en fait nos projets de com et de se dire est-ce que mon projet de communication il va être compatible avec ce contexte et est-ce qu'il va être aussi compatible avec les limites planétaires et quelle va en être la perception externe. Alors évidemment on n'est pas sur des petits projets avec des petites cibles mais on est sur des gros projets aussi au niveau national où vous pouvez aussi vite avoir des bad buzz ou même des débats qui vont se créer au niveau des citoyens. On en verra quelques-uns plus tard au niveau des exemples. Et il y a aussi une forte importance de la méthodologie de co-construction, que ce soit en interne ou en externe, puisque en interne, en fait, il faut absolument que vous construisiez vos projets de communication avec vos services. Excusez-moi, avec vos services, donc que ce soit avec les services achats, avec les services RSE, avec les services aussi direction, avec la direction, mais aussi avec les RH. Et vous avez finalement un vrai rôle de Sherpa, donc c'est-à-dire de porteur de projet au sein de l'entreprise à mener pour que vous puissiez faire passer en fait les messages de la communication plus responsable au sein de votre entreprise. Et enfin aussi en externe, puisque avec les parties prenantes, il est important de les questionner, de savoir en fait vos clients, vos partenaires, vos actionnaires, vos partenaires banquiers, etc. Qu'est-ce qu'ils ont besoin, de quel type de communication ils ont besoin pour que vous puissiez répondre correctement. Et c'est pour ça aussi qu'il est important de faire de l'expérience utilisateur, donc ce qu'on appelle de l'UX dans le web, éventuellement du Green UX, donc au niveau des sites internet, mais aussi quand on fait par exemple des magazines, des enquêtes de lectorat. Voilà, où on va pouvoir questionner comment je me sers du magazine, est-ce que c'est utile, est-ce que c'est pas utile, qu'est-ce que je pourrais supprimer, qu'est-ce que je pourrais rajouter pour finalement être mieux pour le lecteur. Et pareil pour les catalogues, on en parle très peu, mais aujourd'hui les catalogues c'est des gros sujets en entreprise avec des gros budgets, des gros volets aussi d'impression, et on peut questionner le catalogue pour se dire qu'est-ce qui marche pas, de quoi mes clients se servent, et finalement c'est tout bénef parce qu'on va avoir une com qui est plus responsable puisqu'en fait on va faire que des choses dont les personnes se servent, et en même temps au niveau de votre business, du coup forcément ça va être plus rentable.
Et je voudrais faire un petit zoom sur le greenwashing. Alors sur le greenwashing, déjà une définition. Alors, en français, ça se dit éco-blanchiment. Ça, c'est juste pour la petite blague. Et le greenwashing, c'est tout message qui peut induire le public en erreur, que ce soit sur la réduction de l'empreinte environnementale ou sociale de votre entreprise. Donc de dire que vous faites des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont fausses, qui sont exagérées, on va dire, ou sur aussi l'authenticité de la démarche de RSE de votre entreprise. Il faut savoir que c'est encadré par des règles déontologiques, mais aussi par des lois. Donc c'est encadré par l'ARPP, qui est l'autorité de régulation de la publicité, qui a un jury de déontologie publicitaire qui va en fait juger des cas pour dire ce cas-là effectivement c'est du greenwashing, c'est pas du greenwashing. La DGCCRF peut contrôler toutes les allégations environnementales ou sociales que vous faites dans vos communications. Et enfin, il y a une vraie loi, un texte de loi qui est contraignant, qui est la loi climat et résilience de 2021, mais également la loi AGEC sur le gaspillage et l'économie circulaire. Et il faut savoir qu'il y a des entreprises qui ont été assignées en justice pour greenwashing, comme par exemple New Balance ou Adidas. Et juste pour la petite blague, si vous avez un peu de temps, je vous ai mis donc le panthéon du greenwashing. Là, vous avez un QR code que vous pouvez scanner. Et en fait, ça répertorie l'ensemble des actions de com qui sont dites de greenwashing. Voilà. Ça, cette campagne de la RPP, je l'aime beaucoup. Pourquoi? Parce que je la trouve très juste. En fait, le greenwashing, personne n'est à l'abri. Et c'était mon point de conclusion de ma précédente slide, c'est que personne n'est à l'abri du greenwashing. L'important, en fait, c'est de se faire relire et de se dire surtout que on n'est pas à l'abri de faire une bêtise sans vouloir faire, même quand on est dans une optique bienveillante, même quand on est formé, informé sur la com responsable, sur le greenwashing, on n'est pas à l'abri de faire une bêtise. Et donc la RPP le dit très bien parce qu'il dit « Le greenwashing, c'est toujours les autres jusqu'au jour où l'autre, c'est vous ». Le greenwashing, c'est comme la prose, on peut en faire sans le savoir, effectivement. Et puis surtout, après, il y a le côté bad buzz aussi, scandale. Ça peut être la cause de la fonte de votre chiffre d'affaires et ça vient évidemment polluer votre communication puisque, on va le voir, le jury de déontologie publicitaire de la RPP, c'est pas un jury qui va être contraignant, c'est-à-dire que vous n'allez pas avoir des amendes ou autre. Par contre, ça va faire un bad buzz puisque vous allez être répertorié et vous allez devoir gérer de la com de crise, etc. Alors là, on a fait exprès avec Mélanie, notre directrice artistique, on s'est vraiment bien amusé sur cette slide, justement pour vous faire une slide full greenwashing. C'est fait exprès. En fait, c'est de dire, c'est quoi le greenwashing selon la RPP? Le greenwashing, c'est soit une promesse mensongère ou disproportionnée, ça c'est assez classique, une absence de preuve ou de précision, un manque de clarté. Mais c'est aussi, d'où la slide, une présentation visuelle ou sonore suggestive, type les feuilles, la planète, le verre, les faux labels environnementaux créés par les entreprises, et ainsi de suite. D'ailleurs, il y a des lois qui sont en train de passer sur le sujet. Mais c'est aussi la banalisation des comportements environnementaux négatifs, ça ok, mais c'est aussi, attention, le dénigrement des comportements environnementaux positifs. Donc ça veut dire qu'on ne doit pas juste banaliser des choses négatives, type jeter un déchet dans la nature, etc., mais on ne doit pas non plus dénigrer des comportements qui pourraient être positifs, et on va voir un exemple juste après pour vous montrer ça. Et enfin, le dernier, c'est faire campagne sur des enjeux secondaires. Alors, je vous mets une com, en fait, qui a été faite par Kymco. Donc, Kymco, c'est des scooters, motos, etc., deux roues. Et en fait, ils ont été condamnés par le jury de déontologie publicitaire en 2020. Pourquoi? Parce que donc, cette communication choisissait des transports moins serrés, donc avec leur scooter, et avec au-dessus une boîte de sardines. Donc, en fait, on comprend bien le rapport en disant, au lieu d'être complètement serré comme une sardine dans le métro, prends ton scooter, tu seras beaucoup plus confortable. Et effectivement, ils ont été taxés du point 5 dont on discutait tout à l'heure, qui est le dénigrement en fait des comportements environnementaux positifs, puisqu'aujourd'hui en fait on doit inciter au maximum les citoyens à prendre les transports en commun, et donc Kymco, en faisant ça, finalement dénigre le côté prendre le métro, prendre les transports en commun, au lieu de prendre un transport qui est issu de l'énergie fossile. Donc attention, et puis ça peut évidemment ouvrir au débat.
Donc ça, c'était notre premier point, hein, donc sur tout ce qui était réflexion, prise en compte des parties prenantes et greenwashing. Je vous propose de passer au deuxième pilier, qui est donc de diffuser des messages plus responsables. Donc là, juste en arrière-plan, vous avez une communication qui date de 2021, de Camaïeu. C'était donc une campagne qu'on a tous vue, campagne à la ville, cette femme porte du camaïeu. Donc dans la campagne, on n'avait pas les femmes avec des habits camaïeux, mais on avait les femmes avocates. J'ai plus de retour caméra. Ah voilà, c'est bon. Petit bug, excusez-nous. Tout va bien. Et donc du coup, je vous disais, dans cette campagne, les femmes ne portaient pas du camaïeu, mais en fait étaient dans leurs habits de femmes travailleuses, c'est-à-dire avocates, elles étaient marins-pêcheurs, elles étaient sages-femmes, gynécologues, elles étaient mécaniciennes. Et en fait, on cassait aussi le côté, souvent ce sont les hommes qu'on imagine dans ces habits-là. Et donc, Camaïeu a complètement pris le contre-pied, et c'est pour ça qu'on vous l'a mis, parce qu'on trouve que c'est une belle introduction à tout ce qu'on va vous dire tout de suite, sur tout ce qui est stéréotype. Alors, en fait, dans nos communications, on peut vraiment revoir l'ensemble des messages qu'on va faire passer pour des messages plus responsables, et notamment justement sur les stéréotypes des personnes, puisqu'en fait, nous, dans nos coms, que ce soit des photos, des vidéos, des campagnes de com et ainsi de suite, on peut éviter les stéréotypes du type stéréotype de genre, stéréotypes d'âge, d'origine perçue, de physique, d'orientation sexuelle, d'handicap, de modèles familiaux et ainsi de suite. Et le guide de l'Union des marques nous dit, pour favoriser la diversité et l'inclusion dans la com, que, en fait, nous, acteurs de la com, on a un rôle majeur à jouer dans l'évolution, en fait, des représentations collectives qu'on a tous vis-à-vis de ces diversités. Et en fait, vu qu'on voit énormément de messages publicitaires par jour, forcément, si on change les stéréotypes qu'on voit chaque jour, forcément, les messages qu'on va véhiculer, on va avoir des nouvelles représentations sociales, on va avoir des nouveaux imaginaires, et finalement, on va tendre vers un modèle de société qui va être beaucoup plus ouvert, respectueux, bienveillant et évidemment inclusif. Donc ça, c'est les stéréotypes des personnes. On peut aussi imaginer, et ça c'est un questionnement à avoir de vos entreprises, de mettre en place ou non, c'est ce que je sais que c'est un sujet très politique, mais une écriture inclusive ou éventuellement un langage égalitaire. Pourquoi pas ? Et en tout cas, il y a aussi les stéréotypes des rôles sur lesquels on doit beaucoup travailler, sur qui fait quoi en tant qu'homme ou femme, sur la sphère domestique, la sphère professionnelle et les nouvelles formes de parentalité. Je vous ai mis aussi une campagne de Darty qui date, elle est de 2013, mais voilà, face à la technologie, on est tous un peu blondes, stéréotypes, donc c'est des choses qu'on n'aime plus trop voir aujourd'hui. Donc ça, c'était vraiment les stéréotypes liés aux personnes. Et on va passer à un petit jeu sur lequel je vais vous demander donc de réagir en live donc sur LinkedIn et sur YouTube en commentaire. Donc je vais vous montrer une image qui n'est pas une image de l'agence Infra, qui est une image issue du média Socialter qu'il a créé en fait pour travailler sur les stéréotypes qu'on peut avoir aussi au niveau de l'environnement. Donc je vais vous montrer une image. La voici. Et là, l'idée, en fait, c'est qu'on trouve ensemble les 7 différences qu'on pourrait faire changer dans cette image pour tout simplement avoir un impact environnemental plus faible et faire passer aussi des messages plus favorables vis-à-vis de l'environnement. Donc, est-ce que quelqu'un veut se lancer? On l'a fait hier en présentiel et ils ont tout trouvé. Ils étaient très très forts. Alors pour vous aider, essayez de regarder un peu sur la table, autour de la table, tout ce qui est aussi technologie, etc. Il y a pas mal d'indices. Alors, on nous dit Amazon. Alors effectivement, donc c'est écrit Amazonie, c'est pas écrit Amazon, mais en fait, alors c'est un petit peu plus global que juste Amazon, même si ça en fait complètement partie. En fait, c'est le numérique. On voit qu'ils ont une télévision, il a un portable à la main, il y a une tablette, il y a une télécommande, il y a un ordinateur portable et ainsi de suite. Et donc, du coup, en fait, c'est effectivement d'avoir moins de représentation du numérique, parce que juste un petit chiffre clé, à chaque fois, j'essaierai de vous donner un petit chiffre clé, ça vous abreuve aussi d'infos, c'est qu'au niveau du visionnage en ligne, le visionnage de vidéos, en fait, génère chaque année 300 millions de tonnes d'équivalent CO2, soit autant de gaz à effet de serre qu'un pays comme l'Espagne. Alors ensuite, on me dit retirer l'image du quad. Alors oui, ça va avec les écrans.
mais c'est pas le quad, mais on peut, c'est plus vers la gauche, peut-être vous allez le trouver. On me dit aussi la viande. Alors la viande, effectivement, ça c'est le premier point, c'est le poulet là qu'on a en plein milieu de la table. Alors juste quelques chiffres clés aussi. Donc la France a atteint son pic de consommation de viande dans les années 90 où on consommait environ 100 kg de viande par an. Et en 2019, on en consomme encore 86 kg par personne et par an. Il faut savoir que c'est évidemment les produits carnés qui émettent le plus de gaz à effet de serre par unité en fait de nourriture produite, dû évidemment aux millions de tonnes de méthane qui sont générées par la digestion des ruminants, mais aussi par l'usage en fait des engrais azotés pour produire l'alimentation animale et la déforestation pour la culture de soja, notamment au Brésil. Donc finalement, effectivement, la viande, on peut le représenter par d'autres choses. Et comme nous le rappelle un rapport du Sénat qui est dédié à l'alimentation durable en 2020, la baisse de consommation des produits animaux fait partie de l'ensemble des hypothèses qui sont retenues dans les scénarios pour consommer moins et pour avoir un impact environnemental plus faible. Je voudrais juste dire quelque chose. Là, on n'est pas en train de faire un procès d'intention sur ce qu'on doit faire ou pas, sur si on doit manger de la viande personnellement ou prendre l'avion ou patati patata. On est en train juste de dire qu'est-ce qu'on peut faire sur nos messages publicitaires pour avoir des messages plus positifs au niveau de l'environnement. Il est évident que si votre métier c'est de vendre de la viande, que si votre métier c'est de vendre des quads, des voitures, des ordinateurs portables, évidemment vous allez les représenter. Mais par contre, on peut peut-être changer d'autres choses pour avoir une vision plus sympathique. Alors, plein de réponses. On me dit aussi moins d'appareils ménagers et d'écrans. Donc, effectivement, on voit qu'ils ont beaucoup de robots. Donc, mollo sur les robots. En fait, donc, tous ces robots, que ce soit sèche-linge, four à micro-ondes, etc., contribuent au réchauffement climatique à toutes les étapes de leur production et de leur usage. Et donc, pour la neutralité carbone, l'ADEME recommande en fait une baisse drastique du taux d'équipement et notamment de miser sur la location d'appareils. Alors ensuite, on me dit trop connecté, casque sur les oreilles, absence du lien social, effectivement, donc le côté trop connecté pour partager plutôt un moment en famille. Ils sont en short, il neige dehors. Alors effectivement, ça c'est un point hyper important. En fait le fait qu'on n'a plus besoin de représenter à l'intérieur, parce que là on voit il neige et tout, c'est l'hiver. On n'a plus besoin de représenter les gens en short et en t-shirt quand ils sont chez eux, mais on peut les représenter de façon voilà plus classique avec un pull à manches longues, un pantalon, pour montrer en fait qu'on n'a pas besoin de mettre le chauffage à fond, mais qu'on peut le mettre un peu plus bas et nous-mêmes en fait se couvrir. Capsule de café, oui, c'est en lien avec les robots. Oui, alors oui, il y a l'alcool, effectivement, vous allez voir, il est remplacé par l'eau dans la prochaine image. Alors, il y a des choses que vous avez encore pas trouvées, notamment sur la gauche de l'image, quelque chose qui est extrêmement important, qu'on voit en fait derrière la fenêtre. Je ne sais pas si quelqu'un le trouve encore. Alors je vais avancer pour pas voilà, mais c'est la voiture puisqu'en fait il faut savoir que hors Paris, on a 74% des Français en 2017 qui conduisent pour se rendre au boulot. Et donc pour atteindre la neutralité carbone, on doit en fait prôner un report modal du vélo, de la voiture vers le vélo et les transports en commun. Donc bonne pratique, c'est au lieu de mettre une voiture, de mettre un vélo ou autre, ou ne pas faire représenter de véhicules. Donc je vous montre ce que ça donne du coup si on a des discours un peu plus voilà, positifs. Donc effectivement on voit que on a la voiture qui a disparu au profit du vélo, on a l'ensemble des appareils numériques qui ont disparu, ils boivent tous de l'eau, ils ont une salade avec des pommes de terre, et il y a quelque chose que vous m'avez pas dit effectivement, que j'ai pas relevé, c'est l'avion, puisqu'en fait on a derrière, vous avez le cadre où vous avez en fait un voyage, l'imaginaire en fait du voyage qu'on ne peut pas faire en France mais qu'on fait à l'étranger, à l'autre bout du monde, pour se mettre sur une plage, etc. Alors là, l'idée n'est pas de créer le débat, il faut quand même savoir que le secteur aérien a un lourd bilan climatique. Il y a des associations qui proposent de limiter le nombre de vols autorisés à 2 allers-retours long courrier par vie, donc par personne et par vie. Je
Je voulais juste vous rappeler quelques chiffres que j'ai trouvés que je trouve extrêmement pertinents. C'est le Chiffre Project qui nous rappelle quand même que 40% des Français n'ont jamais embarqué sur un vol, jamais de leur vie, et seulement 30% des Français volent au moins une fois par année. Donc attention aussi aux constructions qu'on a nous de notre côté parce qu'on est peut-être un peu plus favorisé que la moyenne, et donc du coup aussi à se rappeler qu'on n'est pas tous en train de prendre l'avion tous les jours pour aller à l'autre bout du monde. Voilà, donc encore une fois, l'idée n'était pas qu'on se fasse un procès d'intention et qu'on se promette tous ensemble au sang de ne pas manger de viande et de ne pas prendre l'avion, c'est pas le sujet. L'idée c'est de dire dans nos messages publicitaires, dans nos coms, on peut faire mieux et on peut avoir des représentations un peu plus responsables. Et à ce sujet, je vous partage les stéréotypes en fait des modes de vie et des comportements soutenables qui a été créé par les entreprises pour l'environnement qui ont publié un guide représentation des modes de vie et transition écologique. Donc on va passer vite parce qu'il y a pas mal de sujets qu'on a déjà abordés, mais effectivement en fait il nous donne 10 représentations et modes de vie qui sont beaucoup plus soutenables. Donc on a le côté carnivore, on a aussi la mobilité fossile, le conquistador, ça on en a moins parlé. Est-ce que les véhicules qu'on vend ou qu'on met en valeur sont mis en fait dans un contexte idéalisé? Typiquement une voiture sur de l'herbe, entourée d'arbres, etc. Voilà, on n'est pas dans le bon contexte. Ce que je trouve intéressant aussi, c'est l'autosoliste. Est-ce que le véhicule contient une personne seule? Ça, c'est pareil dans nos coms, au lieu d'avoir une personne seule dans une voiture, on pourrait en avoir 2, 3, 4, 5 et dire bah voilà, on covoiture, on utilise la voiture que si elle est pleine, etc. Donc ça, c'est des choses qui sont faciles à faire, faciles à mettre en place et qu'on peut mettre en place dans nos messages. Le rêve du pavillon, donc voilà, l'ADEME aussi recommande d'avoir des lieux de vie qui soient en termes de mètres carrés par personne plus faibles et donc du coup éviter les représentations des très grandes maisons et avoir peut-être des représentations plutôt de petites maisons voire d'appartements. L'hiver en t-shirt, on en a parlé, la plage au bout du monde, je consomme donc je suis. Est-ce que ma publicité, elle propage l'idée du bonheur par la surconsommation et surtout par la possession, au lieu d'être du bonheur par, comme vous l'avez relevé, au lieu d'avoir des écouteurs, d'être en famille, de partager un bon moment tous ensemble? Est-ce que l'accélération du rythme de vie est promue par l'utilisation des appareils numériques, par les écouteurs, par le fait qu'on ne discute pas ensemble, etc. Et enfin, la nature fantasmée. Donc, est-ce que la nature apparaît comme un objet de conquête? Est-ce qu'elle est domestiquée? Et est-ce que l'accès à des espaces préservés est-il encouragé? Et à ce propos, je voudrais vous partager une campagne de communication qui date il y a quelques jours, semaines, d'Evian, que vous avez peut-être vu passer et qui fait un énorme bad buzz. Donc, c'est une campagne de 2024. Et alors là, dans cette campagne, on est vraiment sur une représentation complètement fantasmée dans un environnement dans lequel on s'amuse, on s'éclate. Finalement, rien de plus normal que de porter une mini-jupe ou des shorts dans la glace, dans la neige, de se faire une piscine sur la banquise, de jouer au golf sur la glace. Tout est normal puisque finalement, la nature m'appartient. Et puis, de toute façon, ça me permet de rester jeune. Donc finalement, est-ce que c'est vraiment grave si la fonte des glaces continue, si moi je peux rester jeune? Voilà, donc ça c'est toutes les critiques que j'ai lues sur l'ensemble des réseaux sociaux sur ce sujet-là. C'est quand même une campagne qui date de 2024, qui a été faite par une agence qui est extrêmement compétente, qui est BETC. Et du coup, c'est vrai que c'est un petit peu... On se pose quand même des questions sur la partie communication responsable. On sait que Evian a ce côté territoire de marque sur la jeunesse, mais ça aussi c'est extrêmement critiqué parce que c'est le jeunisme, il faut tout le temps être jeune pour être beau, alors que c'est pas forcément le cas, et donc c'est pas très inclusif, etc. Voilà. Donc je vous le partage, ça peut être un sujet à débat, mais en tout cas ils sont pour l'instant extrêmement critiqués et on a un bad buzz qui est en train de se créer autour de cette campagne progressivement. Alors, pour ces messages plus responsables, pour moi, en fait, pour promouvoir des nouveaux récits, déjà, la première chose, c'est d'oser ou au moins tenter. Faire des petites modifications pas à pas dans nos communications. On n'est pas obligé de passer du tout au tout, mais de se dire, tiens, ouais, effectivement, là, j'ai une voiture en arrière-plan, je vais essayer d'avoir 5 personnes dedans au lieu d'une. Là, j'ai un plat sur la table, ce sera peut-être un plat végétarien ou un plat de poisson ou autre. Voilà, pas à pas. On n'est pas obligé de tout chambouler tout de suite, mais en tout cas, de tenter, d'oser. Que chacun aussi puisse se reconnaître dans nos coms. Donc là, on rejoint les stéréotypes et l'inclusion. Pas de moralisation sur tout ce qui est sujets environnementaux. Au contraire, plutôt favoriser le positif, être pédagogue, concret, authentique. Et pourquoi pas utiliser l'humour. Alors, on va passer au troisième sujet. Donc, c'est l'éco-socio-conception des projets et des supports. Alors, c'est un grand mot, mais en fait, qui veut dire des choses assez simples, pardon. Éco, ça veut dire avoir un impact environnemental plus faible.
Sociaux, ça veut dire respecter le côté social, le côté sociétal, l'éthique, l'inclusion, etc. de tous nos projets et de tous nos supports. Excusez-moi. Alors, il faut savoir déjà qu'on peut éco-socio-concevoir dans tous les domaines. J'aurais dû mettre un etc. C'est vraiment, on peut éco-concevoir en édition, en événementiel, en photo, en vidéo, en RP, en média, en digital, enfin vraiment dans l'ensemble des domaines. Et on va voir quelques petites astuces qu'on peut mettre en place, que vous pouvez mettre en place dans vos quotidiens, même s'il y en a d'autres et que c'est pas du tout exhaustif. Il faut savoir vraiment, on en a discuté hier avec l'équipe qu'on avait en présentiel pour ce petit déjeuner, c'est que cette formation, c'est vraiment un aperçu de la communication responsable. Aujourd'hui, vous avez des formations qui durent 2 jours, 3 journées, donc l'objectif n'est pas de vous faire voir tout, mais l'objectif est de vous ouvrir vos consciences et de voir qu'est-ce qui peut être possible pour vous au quotidien. Alors, déjà, quand on éco-socio-conçoit, première question, c'est pour ça on l'a mis en gros en haut, c'est quid du besoin? C'est vrai, avant de faire quoi que ce soit, est-ce qu'on en a vraiment besoin? Et je vous renvoie du coup au pilier numéro 1 qu'on a vu tous ensemble tout à l'heure, c'est de dire, est-ce que j'ai besoin de ce support? Est-ce que ça va m'être utile? Est-ce que ça va être utile pour mon objectif, ma cible, etc. Mais si on doit le mettre en place, il y a plein de choses qu'on peut faire. Donc par rapport notamment à l'édition, on peut revoir bien entendu le format de votre document. Il faut savoir que si vous enlevez 1 cm par exemple de papier sur des catalogues gros volume, vous avez un gain qui est énorme en termes de papier et même en termes d'envoi, etc. Le grammage, le revoir, limiter les aplats, éviter d'avoir des gros aplats d'encre, choisir des typographies qui sont idéalement le moins impactantes aussi en termes d'encre, avoir des mises en page qui sont revues pour soit limiter le nombre de pages, soit éventuellement avoir des mises en page pour l'inclusion, donc pour l'accessibilité qui soit plus facilement lisible. À ce propos, je vous partage peut-être un langage, je ne sais pas si vous ne le connaissez ou pas, c'est le français facile à lire et à comprendre. Donc en acronyme, ça donne FALC, F-A-L-C, FALC. Et donc le FALC, en fait, c'est un français qui est très simple, qui est utilisé beaucoup dans le monde du handicap, en fait, qui est un français avec des mots très simples et avec des pictogrammes pour, évidemment, l'accessibilité. Donc on a par exemple des musées qui ont mis en place 2 brochures, une brochure classique et une brochure en FALC. Mais là, pareil, je vous renvoie au questionnement, c'est-à-dire quand on fait une brochure en FALC, ça veut dire qu'on fait 2 brochures au lieu d'une, donc impact environnemental, etc. Donc, à nouveau, quid du besoin? Si on a vraiment une grosse population qui a besoin du FALC, oui, il faut le faire. Par contre, si on l'a pas, c'est vraiment accessoire. Voilà. On peut aussi choisir des fournisseurs, des fournisseurs avec des certifications, mais aujourd'hui ils en ont tous concrètement. Donc il faut choisir celui qui réfléchit, celui qui questionne avec vous, celui qui est en local et qui a des vraies valeurs. Et puis, on peut aussi choisir du papier recyclé. Alors, le papier recyclé, c'est vraiment... il faut faire attention. Ça peut être un non-sens écologique, pas tout le temps, mais ça peut. Puisqu'en fait, le papier recyclé, dès lors qu'il est blanc, ça veut dire qu'il a été soumis à des process de javélisation. Et donc, en fait, du coup, qu'il n'est pas forcément très bon pour l'environnement. Et puis surtout, souvent, il provient de l'autre bout de la planète. Donc, vaut mieux avoir un papier qui est issu de forêts, qui sont gérés durablement, à côté de chez nous, plutôt que du papier recyclé qui vient de l'autre bout de la planète. On peut aussi ajuster les tirages, tirer que ce qu'il nous faut par rapport à ce qu'on a fait l'année dernière, le stockage, ce qui nous reste, etc. Essayer d'avoir des modes de livraison plus écologiques et puis évidemment optimiser les emballages sur l'édition. Aussi, souvent dans l'édition, on va nous demander une version numérique. Donc déjà, est-ce qu'on fait une version numérique ou une version papier ou les deux? Et pourquoi? Est-ce qu'on en a besoin, etc. Mais en tout cas, si on le fait, déjà, il faut quand même qu'on fasse passer ce message ensemble que le numérique, il n'est pas forcément plus écologique. Aujourd'hui, on nous serine avec des termes du type on dématérialise, par exemple, alors qu'on devrait dire on rematérialise, parce que la vérité, c'est que si, par exemple, votre catalogue, vous arrêtez de l'imprimer et vous le mettez en ligne, il a un impact aussi. Donc, il y a un calcul à faire entre l'impression, l'envoi aussi à vos clients, etc. et le numérique avec tout ce que ça va consommer derrière. Mais en tout cas, si on veut avoir une version dématérialisée, rematérialisée, on peut optimiser le PDF, on peut découper le PDF en plusieurs PDF moins importants quand on le télécharge, etc. Et puis, on peut avoir aussi une version imprimable différente, puisque quand vos clients vont aller imprimer un PDF, si vous avez mis des gros aplats d'encre, etc., ça va être cata. Donc, on peut faire une version imprimable plus simple. Sur l'événementiel. Alors sur l'événementiel, il faut savoir un point important, c'est que les déplacements sont la principale source d'impact environnementaux d'un événement.
Donc l'idée, c'est évidemment de limiter un maximum les déplacements de personnes, de marchandises, mais aussi de vos prestataires. Voilà. Et si possible, avoir un lieu de l'événement qui est accessible en transport. Si vous avez un stand, essayez de le réutiliser, qu'il ait une durée de vie plus longue, ne pas le jeter. Gérer le recyclage et le stockage, ça peut se faire, mais il faut vraiment l'anticiper. Au niveau de l'éclairage, on va favoriser de l'éclairage naturel ou des LED. Au niveau de la restauration, on peut imposer un cahier des charges. Il faut savoir, ça vraiment, vous pouvez imposer un cahier des charges à tous vos traiteurs que vous utilisez. Donc ça peut être d'avoir des produits locaux, des produits de saison, des produits bio, éventuellement du végétarien, du végétalien et ainsi de suite. Si vous faites appel à des goodies, il faut en acheter moins, il faut avoir des objets qui sont véritablement utiles, qui sont peut-être éco-conçus, de bonne qualité, respectueux de l'environnement. Voilà, donc au niveau de l'événementiel, il y a plein de choses à voir et qu'on peut se questionner. Et encore une fois, on n'est pas obligé de tout faire d'un coup. On peut le faire petit à petit, chaque année, changer quelque chose pour avoir un impact plus faible. Au niveau de la photo et de la vidéo, donc pareil, l'impact c'est évidemment les déplacements, donc on va éviter d'avoir des lieux lointains, on va éviter de prendre l'avion, on va essayer d'utiliser du matériel de seconde main pour tout ce qui est stylisme, décor. On va éviter de cumuler aussi plusieurs techniques dans des vidéos, donc typiquement on va éviter de cumuler du tournage réel, plus du motion design, plus de la 3D dans la même vidéo, on va essayer de choisir une ou deux techniques maximum. Et puis, on va essayer de réutiliser l'existant. Souvent, vous avez des rushs, des tournages en fait que vous avez fait, même il y a quelques mois, quelques années, que vous pouvez réutiliser au lieu de recommencer en fait à tourner. On n'oublie pas aussi aujourd'hui que 85% des vidéos sont visionnées sans son, donc les sous-titres sont vraiment obligatoires pour toucher votre cible, mais aussi pour l'accessibilité et éventuellement aussi pour les langues. Et puis, si on veut aussi, sur les vidéos, on peut rationaliser la qualité, on peut les chapitrer si elles sont trop longues, et puis vous pouvez supprimer les versions précédentes de vos images ou de vos vidéos sur vos serveurs pour nettoyer. Sur tout ce qui est contenu. Alors sur les contenus, évidemment on peut travailler la sobriété éditoriale, c'est-à-dire essayer un maximum d'écrire que quand c'est nécessaire, quand c'est utile, d'avoir du contenu de qualité qui est pertinent, et c'est ce qui est demandé aussi notamment au niveau du SEO. Et par rapport au SEO, entourez-vous aussi de bons prestataires qui sont à la page et qui vont pas aller vous raconter qu'il faut faire du bourrage de mots-clés ou des trucs un peu bizarres qui n'existent plus depuis des années, mais plutôt vraiment qui va vous orienter vers des stratégies de champs lexicaux, de clustering qui sont beaucoup plus intéressants aujourd'hui. Donc d'où la pertinence aussi, on y revient, du conseil et des choix des prestataires. Au niveau des réseaux sociaux, on va choisir les réseaux sociaux qui sont pertinents, là où est votre cible, tout simplement. On va communiquer si c'est nécessaire, on va être authentique avec une com qui a du sens et on va éviter les marronniers. Alors ça, c'est un truc qu'on évite au maximum au sein de l'agence, c'est les journées de la procrastination, de la feuille verte, du mur jaune et ainsi de suite, où en fait, on a les journées de tout et n'importe quoi toute l'année, toutes les marques communiquent dessus et au final, à la fin de la journée, on n'a rien retenu de quelle marque a communiqué sur quoi. Donc, ayez plutôt une com beaucoup plus authentique et beaucoup plus marquante. En relations presse, donc au niveau des relations presse, on va essayer un maximum de déontologie, de qualifier les fichiers des journalistes, d'avoir de la transparence, des messages authentiques et une cohérence entre les communiqués ou les messages qu'on va faire et les événements. On va aussi éviter des envois en masse, si c'est possible, ou en tout cas sur des bases de données journalistes qui sont qualifiées, comme on le disait. Et puis, on va éviter aussi, on va refuser des techniques de dark RP qui existent encore, comme les faux comptes ou encore l'achat de likes ou l'astroturfing. Alors, l'astroturfing, c'est quand on fait croire qu'un message, il émane en fait d'un citoyen alors que c'est pas du tout le cas. Voilà. Et puis, pour les grosses boîtes, on peut aussi faire certifier ces communiqués de presse et ça peut être intéressant pour avoir une vraie éthique et une vraie pertinence. Sur les médias, évidemment, on va faire des choix politiques. Attention, certains médias sont particulièrement critiqués. On peut mettre des clauses en place en fait avec ses partenaires agences médias pour éviter pour lutter contre le financement d'activités controversées ou illégales dans la pub. Par la pub, comme par exemple les médias complotistes, les sites pornographiques, les sites de piratage et ainsi de suite. On peut privilégier des formats publicitaires qui respectent le confort du public.
éviter les sollicitations trop nombreuses. Et puis alors ça c'est très perso, mais on va éviter les écrans vidéo, puisque les écrans vidéo, il faut savoir aujourd'hui qu'un écran vidéo en France, les écrans, vous savez, vidéo que vous avez qui tournent tout le temps, consomment autant qu'un foyer français. Donc on peut peut-être passer plutôt sur de l'affichage classique ou des choses qui ont un impact plus faible. Aussi au niveau de l'influence, j'en ai pas parlé, mais sur l'influence, il y a pas mal de lois qui sont passées, 2004, 2016, 2023. On peut mettre en place une charte de travail avec les influenceurs pour avoir une éthique sur ce sujet-là. Au niveau du digital, alors nous on a une conférence, je vous ai mis le QR là, vous pouvez regarder, donc c'est une conférence sur le numérique responsable et l'éco-socio-conception de site internet, pardon, que vous pouvez aller voir, qui va vous donner un petit peu comment éco-socio concevoir le web. Mais sur le web marketing, voilà, on peut en tout cas encore une fois avoir une agence qui nous conseille correctement, d'où l'importance du conseil, qui nous questionne, qui mesure, qui travaille des audiences et des cibles pertinentes et pas qui va faire de la quantité au lieu de faire de la qualité. Voilà. Donc ça, c'est un petit peu ce que je voulais dire sur l'éco-socio-conception. On pourrait creuser pendant des heures sur ce sujet, sur chaque thème, etc. L'idée, c'était de vous amener quelques petites billes, voilà, sur qu'est-ce qu'on peut faire sur tous les sujets. On va passer au quatrième pilier. Donc le quatrième pilier, c'est mesurer et améliorer. Donc on peut mesurer et améliorer de plusieurs façons. On peut mesurer grâce à l'analyse du cycle de vie, donc ACV. Donc c'est un outil qui est extrêmement utilisé sur de l'éco-socio-conception de produits, mais on peut aussi l'utiliser nous. Je vous donne un exemple concret, vous faites un énorme magazine qui est très diffusé, et bien vous pouvez travailler comment est-ce que j'obtiens mon papier, voilà, d'où il vient, etc. Comment je produis mon magazine, donc avec mon fournisseur, vous n'êtes pas obligé de faire ça vous-même, vous pouvez travailler avec vos partenaires, vos imprimeurs, comment je le distribue, comment je peux optimiser sa distribution, comment je peux optimiser son utilisation. Typiquement un magazine, on peut se dire, je veux qu'il soit le plus diffusé au sein d'un foyer pour qu'il soit le plus lu possible, pour qu'il ait vraiment une utilité. Et puis après, c'est quoi sa fin de vie? J'ai choisi un papier peut-être recyclé ou pas, mais est-ce que ce papier il est recyclable? Est-ce qu'il va être remis dans une filière par la suite? Sur le papier, on a beaucoup de filières de recyclage, donc c'est globalement pas un souci. Mais il y a d'autres sujets comme les stands ou les événements où là, effectivement, il y aura un peu plus de challenge. Donc pourquoi pas mettre en place une analyse du cycle de vie? C'est ce qu'on a fait nous chez Infra quand on a fait l'éco-socio-conception de site internet. On a tout étudié pour pouvoir avoir un site moins impactant. Vous pouvez aussi mettre en place un bilan carbone. Alors le schéma est très compliqué, on va pas rentrer dedans, mais en fait un bilan carbone, ça va mesurer tous les gaz à effet de serre émis par une entreprise, mais il faut savoir que vous pouvez le faire aussi pour un service. Donc vous pouvez très bien faire le bilan carbone du service communication de votre entreprise avec toutes les émissions directes et indirectes que vous avez qui vont être autour. Donc évidemment tous les séminaires que vous faites, tous les déchets que vous générez, les trajets domicile-travail de l'ensemble des collaborateurs du service com et ainsi de suite. Et puis, plus simple, vous pouvez mettre en place des indicateurs et des feuilles de route en interne en fonction des supports sur lesquels vous allez créer vous-même des petits KPI, des petits indicateurs que vous allez mesurer pour essayer de les optimiser au fur et à mesure. Et bien entendu, obtenir des labels. Aujourd'hui, il existe des labels dans l'ensemble des sujets de la com que vous pouvez obtenir pour récompenser vos efforts. Et puis, alors ça, c'est un message que je voulais vous faire passer, c'est qu'il faut vraiment accepter que tout n'est pas mesurable dans la com. Une démarche de com, elle est jamais à 100% bonne, et c'est pour ça que moi, j'évite de dire de la com responsable, mais je dis de la com plus responsable, parce que si on veut faire de la com responsable, le message ne doit pas exister. C'est pas le but. On a tous des objectifs à faire passer, et comme on l'a dit, on peut aussi faire passer des nouveaux récits, des nouveaux messages. Donc, accepter que tout ne soit pas mesurable et que rien n'est à 100% bon. Et alors, je vais juste, vraiment en 2-3 minutes, un petit topo sur comment bien communiquer sur ma RSE parce que ça m'a été demandé quand on a préparé cette conférence. Aujourd'hui, nous, on fait vraiment de la communication responsable sur la communication d'une entreprise en général, mais effectivement, comment bien communiquer sur ma responsabilité sociétale et environnementale de mon entreprise. Eh bien, il y a quelques bonnes pratiques. Alors déjà, point de départ, il faut écrire sa RSE, il faut le faire et il faut que ça soit porté par l'ensemble des services et notamment la direction. Et en plus de ça, après, vous avez une pratique qui a été mise en place par Decathlon, qui est l'escalier d'information. Donc quand vous allez chez Decathlon, on va vous informer sur la RSE sur un produit. Et ensuite, vous allez avoir des informations au fur et à mesure si vous voulez en savoir plus. Et là, vous avez l'ensemble des outils que vous pouvez utiliser pour communiquer sur votre RSE. Pour bien communiquer sur sa RSE, pour moi, il y a des constats
Il faut avoir une posture d'humilité, de transparence et de pédagogie, avec du concret, mettre en place des indicateurs, une com qui soit véritablement engagée, avec l'appui de votre direction et de vos équipes, et enfin, communiquer sur des actes significatifs qui ont de la proportionnalité. Je passe un peu vite parce que je vois l'heure qui passe et je veux qu'on respecte aussi notre timing. Je vous mets quelques ressources sur la com responsable. Vous avez le site de l'ADEME sur la com responsable qui a produit un guide qui est extrêmement pertinent que vous pouvez acheter, qui a été coécrit par Mathieu Janisch, Valérie Martin de l'ADEME. Vous avez bilan publicité et environnement, le blog de Mathieu Janisch où vous avez des interviews très concrètes sur comment les responsables com ont mis la com responsable en place dans leur entreprise. Vous avez un guide des allégations environnementales du Conseil national de la com et enfin les représentations qu'on a vues tout à l'heure. Et à suivre pour moi, 5 personnes que je vous recommande de suivre. Ferréol Lespinasse qui est spécialisé dans la sobriété éditoriale. Guillaume de Souza qui a repris la boîte en fait de ses parents, une imprimerie, et qui communique un petit peu justement sur le print éco-responsable. Mathieu Janisch, on en a parlé. Camille Poulain aussi sur tout ce qui est édition. Et enfin Manon Vidal, on sort un peu du sujet de la com. Manon Vidal, elle communique sur l'environnement et tout ce qu'on peut savoir sur l'environnement. Elle est créatrice de contenu pour l'ADEME, pardon. Voilà. Et on arrive à la fin de cette présentation. On va prendre quelques questions. Si vous en avez, bien sûr. Et je vous invite évidemment à nous suivre sur LinkedIn ou Instagram pour suivre nos avancées sur la com responsable, ce qu'on fait pour nos clients et comment on va avancer. Voilà. Je ne sais pas si Stéphanie et Emma ont des questions à remonter sur les réseaux ou s'il n'y a pas forcément de questions et qu'on peut clôturer l'événement. N'hésitez pas. En tout cas, on va mettre en place, bien entendu, un replay, donc on a enregistré en live cette conférence, donc vous aurez un replay qui sera disponible donc avec l'ensemble des QR codes et des ressources qui sont mises à disposition pour que vous puissiez les reprendre. Et puis également, on est en tout cas à votre disposition. Pas de questions apparemment, que ce soit sur LinkedIn ou YouTube. Merci beaucoup pour les encouragements, c'est très sympa. En tout cas, j'ai été ravie de faire cette présentation avec vous sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Donc n'hésitez pas à nous contacter si vous avez encore des questions et à regarder le replay. Merci à tous et bonne journée. Au revoir.